Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Voici le sommaire de cette édition. Démarrage ce jeudi du séminaire de préparation de la rentrée scolaire 2021-2022, une initiative du Conseil national de l'éducation qui réunit les acteurs du système. La campagne de vaccination contre la COVID-19 suscite beaucoup d'engouement au centre de santé de Révier. Une équipe de Eden TV est allée constater l'effectivité de l'opération. Vous suivrez le compte-rendu dans ce journal. La liste des vaccins autorisés au sein de l'Union européenne pourrait s'allonger. Conséquence, la reconnaissance par Bruxelles du pass sanitaire en provenance de la Turquie, de l'Ukraine et de la Macédoine du Nord. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité et bienvenue dans ce journal. Comment mettre en place une gouvernance appropriée de l'éducation au Bénin pour une rentrée scolaire réussie pour tous les acteurs? La question fait l'objet d'un séminaire de 48 heures à Cotonou. Des assises ouvertes à un mois de la reprise des cours. Compte rendu Frédéric Espoir-Oumabou, Damien Pedro. Initié par le Conseil national de l'éducation en collaboration avec les différents ministères impliqués dans l'enseignement, le séminaire de préparation de la rentrée scolaire et universitaire 2021-2022 s'est ouvert ce jeudi. Une assise dont les objectifs sont ici tracés. L'organisation de ce séminaire, né d'une fructueuse collaboration entre le CNE et les 3 ministères en charge de l'éducation, permettra de disposer des repères pour les actions prioritaires à réaliser par chaque acteur du système éducatif national tout au long de l'année scolaire et universitaire 2021-2022. À en croire le représentant des ministres de l'Éducation, en conviant les acteurs du système éducatif à ce rendez-vous, le Conseil national de l'éducation fait montre de combien il est préoccupé par le devenir de nos enfants, surtout en cette période de pandémie de Covid-19. Face aux défis de plus en plus pressants et nombreux de l'éducation, auxquels s'ajoutent les effets de la pandémie du coronavirus, il est important, voire impérieux, de conjuguer nos efforts et de nous mettre davantage au travail afin d'espérer des lendemains meilleurs pour notre système éducatif qui a besoin d'une gouvernance à la hauteur des enjeux qui l'attendent. Pour le président du Conseil national de l'éducation, le Bénin est sur la bonne voie du développement de l'éducation, mais il reste des prix à payer pour atteindre le but. Il s'agira précisément de veiller à une meilleure gouvernance administrative et institutionnelle, de veiller à une meilleure gouvernance pédagogique, de veiller à une meilleure gouvernance financière, de veiller à une meilleure gouvernance du système d'information. Et nous sommes capables de le faire. Nous sommes capables d'améliorer tous ces aspects énumérés. Des solutions sine qua non qui certainement permettront l'amélioration constante de la qualité de l'éducation et donc l'atteinte des objectifs de performance escomptés. Je vous l'annonçais en titre, la campagne de vaccination contre la COVID-19 suscite beaucoup d'engouement à Révier. Spontanément, les citoyens se rendent au niveau des centres de vaccination pour recevoir leur dose de vaccin. Aristide Setien et Fiac Voitan ont suivi l'opération de vaccination au centre de santé de cet arrondissement de la commune d'Abomey-Calavi. Suivez le reportage. Des places occupées, du personnel au travail sans cesse ce jeudi 19 août 2021. Les candidats au vaccin de Covid-19 viennent en forte affluence au centre de santé de Révier dans la commune d'Abomey-Calavi. Pour les agents de santé en poste, il s'agit d'un début de prise de conscience. La population a commencé par sortir un peu. Depuis la semaine dernière, nous avons constaté une forte mobilisation. Les gens sont intéressés par la vaccination. Et ce n'est pas la population de Révier seule. Les gens viennent de peu partout. Les gens de Calavi, les gens de Cotonou, les gens de Pau, d'un peu partout. La population sort et la procédure est la suivante. Chaque client, pour se faire vacciner, a droit à une carte gratuitement
il y a une fiche de consentement qu'il va lire et signer, accepter la vaccination. Et puis, une carte d'identité. S'il n'en a pas, s'il peut se rappeler de la date de naissance et de son adresse là où il vit actuellement, les conditions sont déjà remplies pour qu'il puisse faire la vaccination. L'homme de Dieu, Eric Tchenkun, qui vient de recevoir sa première dose de Sinovac, se réjouit de la campagne en cours et sensibilise. Je me sens très bien, et ça va très bien, je n'ai aucun malaise. Donc je ne sais pas s'il y a des gens qui ont craint à cette vaccination de sortir, et surtout aux serviteurs de Dieu résidant à Révier, de sortir avec leurs femmes et leurs enfants, avec les membres de l'église et se vacciner. Mais Léontine Odile Roumanvor, chef poste centre de santé Révier, avertit. J'exhorte ceux qui sont encore réticents de sortir et de ne pas écouter les fake news. Et je demande aussi à ceux qui se sont vaccinés de respecter les gestes barrières. C'est ça qui est important. Le fait de se vacciner ne veut pas dire qu'on ne peut pas être en contact avec le virus. On peut être vacciné, mais si on ne respecte pas les gestes barrières, on sera en contact avec le virus. La vaccination contre la COVID-19 au Bénin, c'est le choix désormais entre les vaccins des laboratoires AstraZeneca actuellement en rupture, Sinovac et Johnson & Johnson. Elle est ouverte à toute personne âgée d'au moins 18 ans. Le week-end écoulé, le pont de Fifadi était fermé aux usagers pour des travaux d'entretien. Réouvert en début de semaine, les usagers sont heureux, mais craignent un nouvel affaissement du pont. Suivez le reportage réalisé par Juste Defodi, Denis Marouya, dit par Carole Olaye. Le pont de Fifadi vient de subir sa 3e réfection. Malgré ces derniers travaux, les usagers continuent de douter de la qualité de l'ouvrage. Déjà 3 fois. Ils ont fait, mais sable dedans, damer, tout ça là, réparer les pavés, tout maintenant. On sait que c'est bon. Mais bientôt maintenant, on devient la même chose. Oh bon, vraiment, les travaux qu'ils ont fait actuellement, on voit d'abord que ça va mieux. Sinon, c'était un pont qu'ils ont fait au temps de Yahi, et puis ça dégrade toujours. Pourtant, pour la direction des services techniques de la mairie de Cotonou, le pont est en parfait état. La structure principale du pont n'avait rien du tout. C'est juste des affaissements constatés au niveau des rampes d'accès. Des 2 rampes d'accès, côté Fifadi et côté Saint-Rita. Il s'agit pour la mairie, dans son cadre d'entretien périodique, de relever le niveau de la rampe au droit de l'ouvrage, au droit du pont, afin de permettre aux populations d'aller et venir en toute sécurité. À en croire le directeur adjoint des services techniques de la mairie, les pareils aménagements étaient prévus dans le contrat de base. En fait, c'est des affaissements qui sont prévus par les tests, c'est bien prévu par les études. Et théoriquement, c'est prévu pour durer 10 ans. Là, le pont a été libéré en 2015. Nous sommes là en 2021. Ce n'est qu'en 2025 qu'on peut dire oui. Nous sommes au terme des prévisions théoriques. Encore qu'à ce niveau, il faut s'attendre à de faibles niveaux de dégradation pour pouvoir corriger. On va corriger sur le temps qu'il faut. Il faut dire que ça va commencer par s'amoindrir déjà, et puis le pont se portera mieux. Estimé à 9,4 milliards, le pont de Fifadi pose d'autres problèmes hormis celui de la qualité de l'infrastructure. Il s'agit de l'éclairage et de l'exiguïté de l'édifice. De plus en plus, beaucoup de jeunes s'adonnent à l'activité de garde-vélo qu'ils considèrent comme leur métier. Comme tout autre métier, l'activité expose ses acteurs à plusieurs risques. Suivez quelques-uns de ces risques dans ce reportage de Samson Oké de Fiacre Vaïtan. La recherche de solutions pour lutter contre les vols d'engins à 2 roues a donné naissance depuis quelques années à un nouveau métier, le garde-vélo. Un métier de subsistance qui permet à ceux qui le pratiquent de s'occuper. Et comme tout autre métier, le garde-vélo expose ses pratiquants à de multiples risques. Les acteurs eux-mêmes en sont bien conscients. Quand nous arrangeons les motos, du matin jusqu'au soir, arrivé à la maison, nous avons mal au corps.
Nous avons des courbatures, nous nous sentons très mal. Donc les clients viennent aussi nous embêter ici. Ils croient que le travail là c'est facile quoi. Alors que c'est pas facile. Les clients, des fois, ils peuvent venir maintenant, tu vas regarder la moto. Quand il va te donner l'argent là, c'est problème quoi. Il va commencer à faire. Même il y a les gens qui viennent pour nous taper même, pour dire que pourquoi on prend 200, pourquoi quoi. Donc c'est difficile un peu pour nous quand même. Certains clients certains fidèles, ils sont là avec leurs motos. Certains prennent ticket, certains refusent de prendre ticket. Certains disent le gars vélo, ce n'est pas un métier de travail, quoi. En cas de perte d'une moto sous la responsabilité d'un garde vélo, ce dernier est obligé d'acheter une nouvelle moto à son client. Certains usagers de garde vélo se disent satisfaits de ce service, mais au prix de ses risques. De façon particulière, moi je pense que j'ai la satisfaction partout où je passe pour garer mes motos. Et j'exige toujours un ticket et je lis bien le ticket et le numéro qui a été inscrit sur ma moto pour qu'en retour, qu'il n'y ait pas de truc là. Malgré ces nombreuses conséquences subies par ces acteurs, le métier de garde vélo semble être rentable et nourrit bien son homme selon ses pratiquants. Les entrées du marché d'Antokpa sont fermées. Seuls les piétons sont autorisés à circuler en toute quiétude dans le marché. Une mesure bien perçue, mais les usagers plaident pour sa flexibilité. Reportage Clémence Tournoucoin, Jean-Baptiste Bocon. Les différentes entrées du marché d'Antokpa de Cotonou sont fermées aux automobilistes et motocyclistes depuis quelques jours. Cette mesure fait suite à la libération des espaces publics du marché intervenue la semaine dernière. Elle vise, entre autres, à faire en sorte que les commerçants déguerpis ne reviennent s'installer et permettre une libre circulation des usagers du marché. La mesure est bien appréciée de quelques usagers. Oui, par rapport au dégagement, ce que j'ai plus aimé, c'est le fait qu'ils ont dégagé les engins au milieu des passants. J'ai trop kiffé ça parce que franchement, parfois on circule, on veut te cogner, c'est souvent des palabres et puis on ne finit jamais. J'ai kiffé ce côté. En dehors de ça, l'oxygène c'est bien, l'air, il faut circuler, c'est bon. Et ça empêche aussi le monde qui tire partout de gauche à droite ici, surtout à Tokpa. Les autres ont opté pour ça hier et aujourd'hui les enfants en bénéficient. Je pense que c'est difficile, mais demain on va en bénéficier. Je suis maintenant, ça fait 14 ans aujourd'hui, je n'ai jamais vu ça. Mais je remercie beaucoup à l'État pour les voies qu'ils ont fermées et la voiture et moto ne peut plus rentrer dans le marché. C'est très bon. S'il peut continuer comme ça, ça serait très bon. Si ça peut continuer comme ça jusqu'à, ça sera très bon. C'est à cause de notre entêtement que les voies sont fermées. Ils ont interdit d'exposer les marchandises sur la voie, mais ça n'a jamais cessé. Le préfet est passé et nous a promis de rouvrir les voies si nous respectons les consignes. En raison des conséquences de la mesure sur le quotidien des conducteurs de taxi-moto, ils plaident pour la réouverture de ces entrées. Qu'ils ouvrent les entrées et qu'on dise à chacun où rester pour vendre et où garer les engins pour qu'il y ait la paix. Qu'ils ne regardent pas nos entêtements, qu'ils ouvrent les voies afin que nous ayons un peu de revenus pour préparer la rentrée scolaire des enfants. Le souhait du gouvernement est de moderniser le marché d'Antokpa. En interactualité, première contestation en Afghanistan et première manifestation contre les talibans. Les protestataires ont défilé hier à Kaboul dans plusieurs quartiers de la capitale. Le nord du pays échappe encore au contrôle des insurgés, mais les populations s'organisent. Le fils bien sûr du légendaire, le fils plutôt du légendaire commandant Massoud appelle à combattre pour la liberté. Il demande des armes aux États-Unis. Opposé aux talibans. Sous le portrait du commandant Massoud, figure du conflit avec l'ex-Union soviétique, puis de la lutte contre les talibans,
On retrouve son fils, Ahmad Massoud. De l'autre côté, l'ancien vice-président Amroullah Saleh, bête noire du mouvement islamiste et président autoproclamé de l'Afghanistan. Selon la constitution afghane, en cas de défection ou de décès du président, le vice-président devient président par intérim. Je suis dans le pays et je suis légalement et légitimement président par intérim. Je consulte tous les dirigeants du pays pour renforcer cette position. Les deux hommes se sont retrouvés dans la vallée du Panjshir, dernière province qui résiste aux talibans afin de mener une lutte armée. Une région considérée comme une forteresse imprenable. Dans les pas de son père, assassiné 2 jours avant les attentats du 11 septembre 2001, Ahmad Massoud réclame l'aide des États-Unis afin de mener le combat contre les talibans. L'Amérique peut encore être un grand arsenal pour la démocratie. Quoi qu'il arrive, mes combattants moudjahidines et moi défendrons le Panjshir, dernier bastion de la liberté afghane. Notre morale est intacte, nous savons par expérience ce qui nous attend. Mais nous avons besoin de plus d'armes, de plus de munitions et de plus de fournitures. Vous êtes notre dernier espoir. Une poche de résistance dont l'existence a été confirmée par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Le diplomate a néanmoins appelé à un dialogue national entre les Afghans. Les talibans, pour l'instant, comme vous l'avez dit, ne contrôlent pas l'ensemble du territoire de l'Afghanistan. Il y a notamment des informations concernant le Panjshir où une certaine résistance s'est activée, notamment avec le fils du commandant Massoud. Mais je veux dire que notre position est encore plus logique, c'est-à-dire que quand on a l'ensemble du pays qui a été pris par la guerre civile, nous nous prononcions pour la nécessité de passer à un dialogue national avec l'implication de toutes les parties en conflit. Après une guerre éclair facilement remportée, les talibans pourraient avoir de grandes difficultés à faire taire la contestation dans la vallée du Panjshir. Les combattants islamistes ayant déjà échoué à s'emparer de cette province lors de la deuxième moitié des années 90. Preuve de la naissance d'un mouvement de résistance, des hommes armés, issus notamment de l'armée afghane, ont commencé à se regrouper dans la région. Une initiative qui pourrait bien être le début d'une rébellion dirigée contre le nouveau pouvoir taliban. La liste des vaccins autorisés au sein de l'Union européenne pourrait s'allonger. La conséquence de cette mesure qui entre en vigueur ce vendredi est la reconnaissance par Bruxelles du pass sanitaire en provenance de la Turquie, de l'Ukraine et de la Macédoine du Nord. Ce n'est pas encore une habilitation, mais les vaccins russes et chinois se rapprochent des pays européens. En décidant d'accorder des équivalences au pass sanitaire turc, nord-macédonien et ukrainien, Bruxelles pourrait ouvrir la porte à des sérums non reconnus jusqu'à présent au sein de l'UE. Pour l'instant, ils sont 4 à être autorisés, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna et Johnson & Johnson. Or, l'Ukraine utilise le vaccin chinois Sinovac, tout comme la Turquie et la Macédoine du Nord, 2 pays qui autorisent également un autre vaccin chinois, le Sinopharm, ainsi que le vaccin russe Sputnik V. Désormais, chaque pays membre de l'UE peut décider pour son seul territoire d'accepter ou non l'entrée des personnes ayant reçu d'autres vaccins non approuvés par l'Agence européenne du médicament. Mais malgré l'incertitude qui demeure sur cette question, la Commission européenne salue une avancée. Je suis heureux de constater que la liste des pays mettant en œuvre un système basé sur le certificat Covid numérique de l'UE ne cesse de s'allonger et que nous établissions ainsi une norme au niveau international. Pour rappel, ce certificat sanitaire européen en vigueur depuis début juillet indique si son porteur est entièrement vacciné contre le Covid-19 ainsi que le nom du sérum utilisé. Il précise également s'il est immunisé ou s'il a récemment été testé négativement à la maladie. Un certificat sanitaire européen qui ne dispose en revanche pas d'équivalence avec sa version britannique, même si de nombreux pays de l'UE ont accepté de reconnaître les certificats émis par Londres. Objectif, faciliter la venue des touristes en provenance du Royaume-Uni. L'UE tente aussi de mettre en place un système de reconnaissance mutuelle avec les États-Unis. Une initiative pour l'instant infructueuse.
Autre conséquence probable de cette mesure de l'Union européenne, les flux touristiques qui pourraient augmenter dans les capitales européennes. Des touristes de retour à Rome, en Italie, c'est une économie qui redémarre lentement. Suivez. La fontaine de Trévi retrouve ses admirateurs. Œuvre la plus visitée de Rome, elle n'avait plus vu autant de monde depuis l'avant-Covid, il y a plus d'1 an et demi. Pour le plus grand plaisir des touristes et de leurs guides. Cela faisait 1 an et demi que je n'avais pas travaillé directement avec des touristes japonais parce qu'il leur était impossible de venir en Europe. Il y a des restrictions tant du côté européen que du côté japonais. Cela faisait plus d'1 an et demi. J'ai toujours aimé voyager depuis ma jeunesse, alors ça fait vraiment du bien de pouvoir partir, quitter notre pays et de visiter de nouveaux endroits. À Rome, comme dans toute l'Italie, toutes les activités touristiques ont dû cesser entre mars 2020 et juillet 2021, provoquant de lourdes pertes pour l'économie du pays. Avant la pandémie, près de 100 millions de visiteurs venaient en Italie chaque année. Le secteur représentait alors près de 13% du PIB du pays et employait plus d'1 million de personnes. Aujourd'hui, la donne a changé. Les vols internationaux à destination et au départ de l'Italie ont chuté de 90% durant le premier semestre 2021. Et selon la Banque d'Italie, les dépenses des étrangers sur le territoire ont diminué de plus de 82% par rapport à 2019. Une véritable catastrophe qui affecte aussi les commerçants. Il n'y avait plus de conférences ou d'événements qui rassemblaient des gens. Par conséquent, nos revenus ont baissé de 75% sur une base annuelle. Si un retour à la normale ne semble pas être imminent, l'Italie aperçoit le bout du tunnel. Un soulagement après plus d'1 an et demi d'attente pour le 5e pays le plus visité au monde. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Si vous l'avez suivi, merci de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes et bon week-end à toutes et à tous.